vigne de Pibernon. Interview au domaine de Pibernon avec monsieur de Saint-Victor qui nous fait l'honneur de nous recevoir aujourd'hui. Le soleil n'est pas tout à fait au rendez-vous, mais ça va se lever. Ça va se lever. C'est juste un petit nuage qui nous cache le soleil. Voilà, donc monsieur de Saint-Victor, merci encore de nous recevoir. Ravi de vous recevoir. Et puis dans ce magnifique domaine où on a une vue imprenable sur ce cirque qui est assez extraordinaire chez vous. On a une chance folle d'être à la fois, effectivement on a un site qui est assez extraordinaire, une espèce d'immense, on l'appelle d'ailleurs l'amphithéâtre ou le cirque grec, notre cirque d'Épidore en fait. Très bien. Voilà, c'est vrai que ça ressemble vraiment à un hémicycle et il y a toutes ces restantes là qui forment un peu comme des bancs d'un amphithéâtre, qui sont assez extraordinaires. Et puis la mer est pas très loin, alors aujourd'hui c'est un peu nuageux. Oui, ça, on verra pas la... On craindrait pas encore quelques pluies, hein, je vous dirais. Hein. Il a beaucoup plu là depuis la fin des vendanges dernières, là, et il y a eu beaucoup d'eau, ce qui est formidable. Et il peut encore repleuvoir un peu, ce serait pas du tout gênant. Oui, ben, je crois que ces dernières années, vous avez souffert d'assez chouette. Ça permet un petit peu de remettre à niveau. Là. Disons que oui, les années depuis 2030 étaient relativement sèches. Oui. Il faut quand même savoir qu'on a des sols avec une géologie assez intéressante qui permet en fait de stocker l'eau. Alors même si elle n'est pas tombée autant qu'on l'aurait souhaité, il y a quand même une rétention d'eau dans les sols qui est assez bonne et ça crée une régulation hydrique assez intéressante. Et donc même dans les années sécheresses, 2003 par exemple, qui était très sec en France, oui. nous a permis de produire des vins qui ont malgré tout une belle fraîcheur, une belle maturité de tanin, etc. Si vous voulez. Donc tout ça lié à la proximité de la mer, qui régule les choses. Peu, ouais. Voilà. Et c'est vrai que la mer, alors en été, pour les internautes qui sont un peu dans le nord, c'est vrai que ici la mer Méditerranée, c'est presque un bain des Antilles, quoi. C'est de l'eau qui est à 24 degrés, 25 degrés, mais dites-vous qu'en été, quand elle est que à 24 degrés ou 25, c'est super agréable de s'y baigner. Et par contre, c'est un fantastique climatiseur. C'est-à-dire c'est quelque chose qui régule naturellement, évidemment, le climat. Surtout qu'en plus, on est à 300 mètres d'altitude. Donc c'est vrai qu'on a quand même une alternance, voilà, jour-nuit, assez intéressante. Parfait. Avec en plus la montagne là, derrière ce cirque, on a vu en fin de journée et un peu à l'ombre. Oui, protège un petit peu les vignes. Alors l'essentiel en fait du vignoble, on a environ 50 hectares qui ont été gagnés un peu sur la colline au fur et à mesure, parce que quand mes parents ont racheté la propriété, ils ont racheté Pibernon, il y avait 16 hectares d'un seul tenant, mais il y avait seulement 3 hectares et demi plantés. C'est ça. Et il n'y avait pas plus parce que à l'époque ça fonctionnait uniquement avec des puits. L'ensemble de l'exploitation fonctionnait qu'avec des puits. Et paradoxalement, il faut beaucoup d'eau pour faire du bon vin, parce qu'il faut beaucoup nettoyer, il faut avoir de l'eau pour être en permanence, si vous voulez, avec une cave propre, laver les bacs, il y a besoin de beaucoup de nettoyage. Donc 3 hectares et demi, c'était le maximum. Et puis petit à petit, en fait, on s'est organisé. Comme l'eau de la ville n'arrivait pas jusque-là, on a fait notre propre château d'eau dans la colline avec une cuve en inox qu'on a mise en haut avec une déclivité assez importante, il y a 10 mètres en fait. On avait une bonne pression et on a pu, grâce à ça, si vous voulez, s'agrandir et arriver maintenant petit à petit à une cinquantaine d'hectares. Et l'eau de la ville arrive depuis 1997. Voilà. C'est un peu le bout du monde ici. Hein, oui. En quelle année vos parents ont acheté? Mes parents ont acheté en 77. Ils ont fait leur premier vin en 78. Voilà, ils ont acheté le 31 décembre 77. Je crois que c'est le jour de leur, le jour anniversaire de leur mariage, puisqu'ils sont mariés en 61. Voilà. Beau cadeau d'anniversaire. Beau cadeau d'anniversaire. Super. Et puis en plus, un choix judicieux. Un choix judicieux qui n'était pas évident à l'époque, parce que c'est vrai que les bandoles étaient relativement peu connues, mais il a un potentiel énorme en fait, avec en plus un cépage magique en fait, le Mourvèdre, que le monde entier commence à nous envier un petit peu, parce qu'en fait c'est un cépage où tout n'a pas été dit encore, si vous voulez. C'est vrai qu'on a
a vu tellement d'expressions parfois séculaires dans les pinots, dans la syrah qu'on plante beaucoup, avec des très grandes expressions dans la vallée du Rhône-Nord évidemment, assez magique et tout ça. Et le Mourvèdre reste encore un peu une terre d'aventure si vous voulez, c'est-à-dire que tout n'a pas été dit en Mourvèdre. Voilà, il y a encore à faire. Il y a encore à faire, et en plus c'est un cépage qui est magique parce qu'il est capable d'engendrer des vins assez puissants, donc qui donnent quand même des impressions gustatives assez belles et assez fortes. C'est un cépage qui donne des vins qui ont un caractère assez trempé, mais qui est aussi capable d'élégance et qui a une grande garde. Donc c'est vrai que très longue garde, ce qui est magnifique ici sur le Bandol, c'est la capacité de garde qui est extraordinaire. Exactement. Ouais. Et le Mourvèdre en fait évolue un petit peu en liberté, c'est-à-dire qu'une fois qu'on le met en bouteille, une fois qu'on a agi nous en tant que vigneron et en tant qu'éleveur, quand le vin est en bouteille, après ça il a une espèce de certaine liberté puisqu'on fait relativement peu de bois neuf dans à Pibarnon. On élève les vins dans des foudres en chêne mais qui font entre 2500 et 5000 litres à peu près. Et ça lui garde, voilà, très peu boisé, et ce qui lui garde quand même sa grosse personnalité, et en même temps lui permet d'évoluer par phase, si vous voulez, pas une espèce de courbe apogée déclin, mais une espèce d'évolution qui va se faire par étapes, avec parfois des petites fermetures, ça peut arriver. Alors l'idéal, effectivement, si on peut avoir quelques bouteilles chez soi, c'est de les boire, voilà, il faut au moins atteindre la phase 7 ans. 7 ans, on est dans des bouquets secondaires, la puissance, le vin est moins sur son physique que sur son intelligence, on va dire. C'est-à-dire qu'en fait, il a, au bout de 7 ans, effectivement, acquis une certaine complexité aromatique, une certaine finesse. Il a toujours cette corpulence et cette puissance, mais qui s'est un petit peu assagi, quoi. Un peu comme un bel athlète qui aurait bien réussi dans une deuxième vie, vous voyez, qui aurait refait sa conversion. Bien refait sa conversion, restant physique, mais développant aussi toute une évolution intéressante. D'accord. C'est vrai que... Alors dans les millésimes intéressants, je crois que c'est 2001 qui a été... Alors il y en a eu quelques-uns, il y a eu quelques belles... Dans les derniers. Dans les derniers, il y a 2001 qui était très beau, très intéressant. Il y a le 2004 qui est magnifique aussi, parce que le 2004, j'ai entendu. Bel archétype en fait du Pibarnon profond, qui ne roule pas des mécaniques, mais qui offre vraiment un univers de profondeur, de finesse, d'élégance, etc. Le 2005 qui est aussi un millésime très réussi, qui est un petit peu fermé en ce moment. Et puis à suivre derrière, on a quand même un 2006 là, en ce moment, qui alors lui, dans sa phase de jeunesse et d'exubérance, est très sensuel parce qu'il a des épices, du tabac, la réglisse, il a un toucher de bouche aussi assez, à la fois un peu percutant, un peu comme une épice, vous voyez, et en même temps relativement doux malgré tout et un petit peu velours. Et puis les derniers, là c'est... on est quand même gâtés, hein, 2007-2008 c'est beau aussi. Hein. 2007 c'est magique. Oui, c'est une très belle année. Très belle année, et 2008 derrière, bon il est encore dans ses langes, il est tout jeune, mais alors il est plein de fruits et plein de finesse. Donc on parlait des rafles. Et oui, donc on disait que c'est vrai que sur les rafles, ça peut inquiéter évidemment certains amateurs de parler de rafles, parce que c'est vrai qu'en général la connotation rafle, c'est effectivement de la verdeur, des choses comme ça. Mais quand c'est maîtrisé, quand c'est volontaire, à ce moment-là ça peut apporter des grandes choses et notamment le tanin issu de la rafle. Et notamment des tanins issus de la rafle. Alors il faut que les rafles soient bien mûres, il faut que les maturités soient tardives, en fait c'est plutôt fin septembre, début octobre, où là on a vraiment une maturité générale, phénolique très complète, des pépins bien mûrs, des peaux bien mûres, et évidemment des rafles qui sont très mûres elles-mêmes. Et dans ce cas-là, on laisse jusqu'à 30, parfois 40% de rafles. Et en fait ça ne sent pas bien malin celui qui les décèle en fait. Quand on explique, là on fait goûter par exemple un 2008 à l'heure actuelle, qui a d'ailleurs été lauréat des vins de garde de Bandol. Oui, on a pris ça. En fait, on ne décèle pas du tout la rafle. Et pourtant, elle y est. Et ça fait des vins qui sont une certaine puissance. Et puis ça leur donne, une charpente, je pense. Une charpente. Des tanins, des bons tanins. Des bons tanins. Il faut que ces tanins-là s'intègrent très bien avec. Il faut que le vin soit très coloré. Donc il y a beaucoup d'anthocyanes pour que la combinaison anthocyanes et tanins se fasse bien. Et quand on bouche, on a une perception relativement plus velours, etc. Mais en même temps, la rafle, c'est un éternel, c'est une espèce d'onguent de jeunesse en fait, si vous voulez. C'est ce qui permet ensuite d'évoluer. Et puis, je pense que la rafle n'est pas étrangère aussi au goût de rose qu'on finit par trouver dans les vins quand ils ont entre 10, 12 et 15 ans.
Et là, tout d'un coup, il y a une espèce de note un petit peu de rose, en fait, vraiment, hein, comme dans des grands Bourgognes. Je pense que le raf n'y est pas étranger. D'accord. Parce que le Mourvèdre a un registre aromatique qui est plutôt dans les épices, la réglisse, les fruits noirs, etc., l'olive noire et tout. Qui d'ailleurs, l'olive noire, à mon avis aussi, amène la truffe petit à petit. Je pense que c'est un peu les prémices. Voilà. Tertiaire. Les arômes tertiaires. Non, c'est des vins assez riches en fait. C'est des vins assez riches. Très complexes. Très complexes. Au niveau de... Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce ne sont pas des vins qui sont hyper démonstratifs. C'est-à-dire que quand on ouvre un Pibardon, quand on ouvre un bon Bandol, on peut s'attendre, parce que c'est vrai qu'on a quand même pas mal écrit sur ces vins-là, c'est un peu une découverte là, des 20 dernières années, tout d'un coup le Bandol, le Mourvèdre et tout ça, et on pouvait parfois s'attendre à une expérience énorme, des vins très sudistes et tout ça. En fait, c'est pas du tout là qui les impressionne. Ils sont pas écrasants, ils sont plutôt dans la finesse, structurés, mais en même temps qui sont presque un petit peu nordiques en fait dans leur style, parce que justement cette élégance est là. Et il faut savoir une chose d'ailleurs qui est intéressante dans l'esprit de ce qu'on vient de dire, c'est que le Mourvèdre a besoin d'énormément de chaleur, énormément de lumière, de soleil pour mûrir correctement. D'accord. Alors pour un amateur de Paris, de Lille par exemple, Bandol c'est très sud. Oui, c'est très sud. Mais par contre le Mourvèdre à Bandol, lui, il est très nord en fait. Il est quasiment comme en Belgique si vous voulez. D'accord. Okay. Parce que sa zone géographique, sa zone climatique est très centrée, et c'est encore beaucoup plus basse. Et Bandol constitue un petit peu une enclave nord dans ce climat général. Alors on va retrouver du Mourvèdre en Châteauneuf-du-Pape, bien sûr. On va retrouver, donc c'est quasiment plus au nord, mais rarement au-delà de 30 ou 40%. Si vous voulez. Or, pour faire un Bandol, il en faut un minimum de 50%, et les domaines que vous connaissez, que vous appréciez tous, etc., sont souvent à 70-80%. Nous sommes à 90% de Mourvèdre. Oui, c'est ça. Une caractéristique géologique. Vous avez bénéficié d'un retournement géologique qui vous amène du calcaire du Trias. Exactement. Ouais. Alors ça, en fait, mes parents ne savaient pas quand ils sont arrivés. Ça a été la découverte. Ça a été l'heureuse découverte. En fait, mon père s'est rapproché du prédécesseur, l'italien, Modeste Ramonino, qui avait monté ce domaine donc, à coup de baramine, avec quasiment aucun moyen. Et donc, mon père, en arrivant, a voulu se rapprocher de lui pour comprendre un peu ce qu'il faisait, si on devait faire des vins de ce style-là, qui étaient des vins assez, vraiment très beaux. Et en fait, il ne s'est pas rendu compte en achetant qu'il achetait aussi un terroir. Et il a suffi qu'il se penche un peu sur les cartes géologiques pour s'apercevoir qu'en fait, effectivement, la commune de Pibardon, avec une autre partie aussi au Bossé-Vieux, mais à plus petite parcelle, repose en fait sur du Trias. Alors ce qui est intéressant, c'est que là, on parle de l'ère secondaire. L'ère secondaire, en fait, les périodes de l'ère secondaire se succèdent les unes sur les autres, puisqu'en fait, ce sont des sédiments marins, donc ils s'accumulent les uns sur les autres. Voilà, ça donc par couches successives. Donc si tout ça était resté en place, on trouverait le Trias tout en bas, et puis on trouverait le Crétacé, la fin de l'ère secondaire, tout en haut. Ce qu'il y a, c'est qu'au tertiaire, au quaternaire, je ne sais plus que le quaternaire, je crois, au moment de la formation des Alpes, il y a tout ça qui s'est mis en mouvement. Le Trias a été plissé, il est remonté à la surface, et comme ça continue à pousser en fait derrière, du sud vers le nord, il a fini par se détacher. Et il a avancé. C'est ce qu'on appelle les nappes de charriage. Et en fait, toute cette masse triasique repose sur des argiles qu'on appelle des argiles versicolores, des argiles de Keuper, qui sont des argiles très glissantes. D'ailleurs, s'il y a au pied de la colline, là, justement, on voit ces argiles là, qui affleurent, il y a des maisons qui sont construites dessus. Ils ont des fondations à 5-6 mètres. Hein. Oui, ils sont obligés de mettre des sinon ça bouge. Donc en fait, c'est un petit peu comme si on avait une pierre de calcaire qui avait avancé sur un morceau de savon, si vous voulez. Et voilà, et ça s'est posé ici. Alors a priori, ça ne bouge plus trop. Hein. Il y a plein de gens qui attendent des Trias un peu là, mais pour l'instant, c'est là. Et l'avantage en fait du Trias, c'est vrai que être plus ancien que les autres, ça n'a pas un intérêt majeur. Pourquoi c'est un plus ancien, c'est bien intéressant. En fait, ce qui est très intéressant dans le Trias, c'est qu'il y a beaucoup de légoléments, des métaux rares visiblement, et il y a surtout un calcaire actif très important. Et les calcaires, ça peut être un calcaire totalement éteint, si vous voulez, dans ce cas qui n'ont pas une influence majeure sur le cépage, sur les porte-greffes, sur les racines. Et puis il y a des calcaires, donc, comme celui-là, où il y a beaucoup de calcaires actifs. Et là, ça a vraiment une influence très importante sur les structures et tout ça. C'est
espèce de tension en fait. Je pense qu'on ressent ça dans nos vins aussi. Une espèce de tension un peu intérieure, espèce de vins qui ont de l'énergie, qui ne sont pas des vins ternes et des vins statiques. C'est des vins, pas être trop ésotérique dans ce que je dis, mais la tension en bouche, ça se sent. C'est quelque chose qui est lié sans doute à une acidité, à des tanins qui sont mûrs mais encore un peu vigoureux. Voilà, il y a une tension en bouche, quelque chose qui fait saliver. Vous avez aussi, je crois, des marnes bleues. Oui, alors on a des marnes bleues, puisqu'en fait on est l'essentiel des Mourvèdres sont plantés sud et sud-est, une petite partie à l'ouest aussi qui est assez tardive, et on a la chance d'avoir quelques faces nord en fait sur la propriété, ce qui est bien, celles qui sont en face effectivement, donc qui mûrissent un peu plus tard, sur lesquelles on a planté des blancs. D'accord. Et il se trouve que là, les blancs, oui, c'est vrai que c'est. Oui, parce que les blancs c'est toujours plus précoce que les. Voilà, le Mourvèdre c'est 4e maturité en fait, c'est le cépage le plus tardif, avec carrément assez tardif, mais un petit peu moins quand même. Et ensuite, les blancs, c'est 3e maturité, donc c'est quand même des cépages un peu plus précoces. Et pour garder une bonne acidité aussi sur les blancs, avoir des blancs qui sont un petit peu nerveux quand même, du coup, on les a plantés en face nord. Et il se trouve que c'est par les faces nord qu'on a des marnes bleues du centenaire, voilà, en sous-sol. Donc, qui régulent bien l'eau, qui la conserve, qui la rendent quand il fait sec. Voilà, c'est bien. Les grands terroirs, c'est ça aussi. Je crois qu'un grand terroir, c'est d'abord effectivement une géologie. Donc effectivement l'aspect chimique du sol, en fait, sa période réelle, son pH, la manière dont il est constitué en fait de calcaire, ça peut être des schistes dans la vallée du Rhône-Nord, etc. Donc d'abord une géologie, et ensuite un climat, et puis les hommes, et une régulation hydrique. Oui, la régulation hydrique, c'est hyper important la régulation hydrique. Surtout dans nos régions, il fait quand même sec pendant 5 mois de l'année. Il pleut beaucoup, donc il faut que l'eau s'accumule et qu'elle soit rendue en fait pendant les mois secs. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est planté dans toute l'appellation Bandol en restanques, qui sont à plat. Alors ici on appelle ça les restanques, on appelle ça les chaillés dans la vallée. Les chaillets, effectivement, ouais. Alors ici, nom très local, en provençal, c'est Bancao. Bancao, les banquettes, quoi, en fait. Et bon, les Anglais comprennent très bien le nom de terrasse, mais bon, moi je préfère les restanques. Oui, c'est joli. Au niveau de la culture du domaine, vous êtes plus sur. Alors on est en bio. Raisonné. Non, on est en bio, mais on n'est pas labellisé. D'accord. Parce qu'en fait, dépendre d'un label, mettre un label bio sur Pibardon, je pense que si on nous connaît un petit peu, on sait qu'on est quand même très respectueux, si vous voulez, et notre terroir et notre environnement. Bio, nous le sommes, mais par contre, on ne veut pas dépendre d'une chapelle, quoi. C'est en fait un label qui pourrait éventuellement nous empêcher d'évoluer, qui resterait des contraintes, etc. Donc, nous sommes bio, mais c'est vrai que on n'est pas labellisé, et je pense pas dans le sens. Bon, s'il le faut, on a une traçabilité maintenant qui est suffisante pour la faire. Avec la OC qui a évolué là. Voilà. Et puis on a une traçabilité qui est là, qui existe, si vous voulez. Donc si on voulait le faire, je pense qu'on serait labellisé en un ou deux, sans problème. Mais on ne veut pas non plus trop parce que. Garder votre indépendance. C'est plutôt une philosophie, quoi. Philosophie, il ne faut pas non plus se prendre pour des grands penseurs grecs, hein. Mais c'est plutôt une manière de voir les choses. Et puis surtout, en fait, être bio, c'est intéressant si vous avez un terroir. Si vous n'avez pas de terroir, à la limite, pourquoi s'embêter avec bio? À ce moment-là, ça devient un label les estampillés. On peut répondre aussi à des intérêts écologiques, effectivement, en étant là-dessus. Mais c'est vrai que l'influence sur les vins va être d'autant plus marquée qu'il y a un terroir. S'il n'y en a pas, la technique va être plus importante. D'accord. Parfait. Merci beaucoup.